Bienvenue dans Nos Arpentages, le podcast de l'association Peuple et Culture qui propose chaque mois une conversation pour approfondir la réflexion collective qui est née lors d'ateliers d'arpentage. Peuple et Culture est un mouvement d'éducation populaire fondé sous la Résistance et œuvrant à rendre la culture au peuple et le peuple à la culture. C'est tout un réseau d'associations qui contribuent un peu partout en France au développement de l'éducation tout au long de la vie, qui encourage la pensée critique et l'émancipation d'hommes et de femmes, l'auto-formation collective et le partage des arts et de la culture. Ancré dans l'ADN de Peuple et Culture et de l'éducation populaire se trouve l'arpentage, méthode de lecture collective qui permet de découvrir à plusieurs un ouvrage en vue de son appropriation critique. Concrètement, on déchire les pages, on se partage le livre, chacun lit sa partie et on met ensuite en commun ce qu'on a compris pour créer du savoir collectif. Nous en proposons un par mois en partenariat avec la Maison des Métallos, établissement culturel situé dans le 11e arrondissement de Paris. Chaque mois, un nouveau thème et un nouvel ouvrage sont à découvrir. C'est à partir de ces sessions que nous nous retrouvons quelques temps après pour nourrir et approfondir les réflexions et débats nés de ces ateliers. Salut Marianne. Bonjour Marianne. Comment ça va? Écoute, on peut commencer par un premier moment où on se rappelle un petit peu ce qui s'est passé pendant cet arpentage. Est-ce que tu peux te présenter peut-être pour situer un petit peu Alors moi je suis Marianne Langlais, je suis aujourd'hui salariée au collectif des associations citoyennes, mais j'étais auparavant pendant 20 ans journaliste pigiste, journaliste ensuite dans une rédaction et ensuite rédactrice en chef d'un journal. Donc j'ai fait un peu tous les côtés de la presse, enfin la presse écrite je veux dire, c'était la presse écrite. Donc tu auras peut-être des éléments à nous apporter sur ta propre expérience en tant que journaliste. Oui. C'était l'arpentage de L'information est un bien public de Julia Cagé et Benoît Huet. Et on était en présence de deux personnes membres de l'association que Julia Cagé a justement fondée sur l'indépendance des médias, qui s'appelle Un bout des médias, qui nous ont rejoints au moment de la discussion. Qu'est-ce que toi t'en as pensé de ce moment-là ? Moi, j'ai trouvé l'arpentage très intéressant. Après, par rapport à d'autres arpentages que j'avais fait précédemment, c'est vrai que l'avenue de deux personnes de l'association qui apportent un regard extérieur et puis un peu plus, on va dire, un peu plus informé sur la situation change le modèle de l'arpentage classique, c'est-à-dire où il y a plus des échanges de ce qu'on comprend, nous, de ce qu'on a lu juste avant. Là, c'était du coup plus un échange du groupe aux deux personnes invitées. Ce qui peut être très intéressant. C'était riche parce que ça a permis aussi de répondre à des questionnements qu'on pouvait avoir suite à cette lecture. Ouais. Mais ça sort d'un arpentage plus qui fait appel à l'intelligence collective, quoi. Qui peut être intéressant. Enfin, moi, j'aime beaucoup les arpentages dans le sens où justement, ça voilà, en se mettant tous ensemble autour d'un même livre, on arrive à vraiment, je trouve, en un temps assez court, bien comprendre le propos du livre. Chacun avec ses lunettes, son regard. Ouais. Là, c'était un peu plus expert et le groupe de l'arpentage qui écoutait ce que disaient les experts dans cette partie-là. Hein. Ouais. Mais après, c'est une autre forme d'arpentage. Ouais, ça apportait plus de scientificité, d'objectivité. Ouais. Là où d'habitude l'arpentage a tendance à vouloir créer une réflexion personnelle, à valoriser la subjectivité, et donc quitte à s'éloigner des fois du livre carrément. Tout à fait, ouais. Alors voilà comment j'ai organisé un petit peu le podcast, l'épisode. J'aurais aimé commencer par des questions plus techniques. Les auteurs pointaient le fait qu'on pouvait lire de manière double le livre d'un point de vue technique et d'un point de vue plus politique. Et je me disais que c'était intéressant de reprendre un petit peu cette double lecture. Et parce que justement la partie plus politique avait peut-être été un peu oubliée dans l'arpentage et qu'on aurait pu peut-être approfondir les questions qu'on s'est posées un peu sans forcément y répondre beaucoup dans l'arpentage. Alors commençons par les questions techniques.
en essayant de resituer un peu le point de vue du livre et à essayer d'apporter des éléments de contexte. Je te propose pour ça de faire un petit détour par l'histoire pour mieux situer les enjeux du livre et en essayant de faire une histoire de la conquête, de l'indépendance des médias, en quelque sorte. Donc les premiers médias, c'est le XVIIe siècle, avec les premiers périodiques d'info françaises. À ce moment-là, les médias sont très encadrés par le pouvoir. Petit à petit, les médias prennent de la liberté par rapport à la censure royale. En 1789 notamment, avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 11 déclare « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre des abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » La censure, évidemment, se durcit un peu plus sous la terreur et sous le Directoire et l'Empire. Mais au XIXe siècle, il y a un véritable âge d'or de la presse, et c'est à ce moment-là que la liberté de la presse devient vraiment institutionnalisée, avec la Troisième République notamment, et en 1881, la célèbre loi qui fournit le cadre juridique de l'exercice de cette liberté de la presse. Donc je cite à nouveau l'article 2, « Est considérée comme journaliste, au sens du premier alinéa, toute personne qui, exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou une ou plusieurs agences de communication des agences de presse, il pratique à titre régulier et rétribué le recueil d'informations et leur diffusion au public. » Donc la presse devient à ce moment-là un quatrième pouvoir, on pourrait dire, presque redouté des politiques. Même si pendant l'entre-deux-guerres, c'est une période vraiment de censure et de propagande étatique qui jette un discrédit sur la profession journaliste. Il y a un intérêt véritablement de la part du peuple, presque, pour justement une information qui serait non officielle, forme de résistance aussi, cette idée toujours de contre-pouvoir. À la Libération, donc, l'épuration entraîne un grand transfert des propriétés des journaux et rétablissement évidemment de la liberté de la presse, qui obtient donc son indépendance vis-à-vis des pouvoirs grâce à un nouveau statut. La presse se diversifie, l'immigration vers la radio, la tutelle de l'État s'exerce sur l'audiovisuel avec la RTP en 1949 puis le RTF en 1964. Mais c'est avec François Mitterrand qui a une première volonté de casser ce monopole de la télévision et de la radio et de rejoindre les intérêts des journalistes et des intérêts capitalistes, puisqu'il déclare « Nous sommes obligés de tenir compte du pouvoir de l'argent ». Donc c'est à ce moment-là qu'on a une introduction graduelle des logiques marchandes dans ces secteurs. En 68, autorisation de la publicité à la télévision, puis éclatement de l'ORTF en société autonome en 74. Donc l'audiovisuel petit à petit s'indépendantise, s'autonomise par rapport à l'État. Et ce qui amène évidemment du coup les journalistes à concevoir leur légitimité en dehors de cette légitimité étatique, et donc autour des notions d'autonomie rédactionnelle, d'impartialité, de satisfaction des attentes du public, donc les arguments de pluralisme et de liberté. Aujourd'hui, c'est définitivement plus le président qui nomme les dirigeants de l'audiovisuel public, mais certains vont jusqu'à prôner la privatisation de l'audiovisuel public, donc par exemple de Radio France ou de France Télévisions. Mais se pose une question, qui possède les médias quand ce n'est pas l'État ? C'est un peu la question à laquelle se confronte Julia Cagé, qui cite une enquête de 2017 qui nous informe qu'un groupe de 10 milliardaires pèse 90% des ventes de quotidiens nationaux vendus, 55% de l'audiovisuel des télévisions et 40% de celles des radios. Les chiffres varient, mais on observe tout de même une relative concentration du capital. Et par ailleurs, ça va avec une forme de mainmise d'industriels puissants sur la presse, ce qui peut donner lieu évidemment à des problèmes d'interférence dans la couverture de certains champs d'actualité. Donc après, voilà ce petit moment, ce parcours historique qui était assez clair, j'espère. Quel regard tu portes, toi, sur les évolutions du métier, sur les tendances actuelles à la privatisation, finalement ? Alors, en t'écoutant, je me disais que ce qui était intéressant, avec maintenant mon travail au collectif des associations citoyennes, donc on porte en partie l'Observatoire des libertés associatives, et ce qui est très intéressant à observer, c'est un peu un parallèle qu'on peut voir entre l'histoire
de la répression des libertés associatives. Il y a un très bon livre de Jean-Baptiste Jobard qu'on peut lire à ce sujet. On peut vraiment faire un parallèle entre voilà, toutes ces périodes soit de liberté de la presse, soit de répression de la presse, qui peuvent, alors pas de manière égale, mais je veux dire, on peut retrouver des éléments similaires dans les questions de liberté des médias ou de répression des médias. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit du côté des médias comment, quand on regarde le paysage français, comment effectivement une dizaine de grands milliardaires possèdent la plupart des grands médias français, et comment donc les intérêts privés dictent un peu le cours de l'information, on va dire, ou peut dicter le cours de l'information. Et comment, face à ces intérêts privés, comment la profession s'organise, comment elle tente de résister, parfois au sein même de ces grands médias. Il y a des batailles internes au sein de ces grands médias qui montrent aussi toute la tension entre ces intérêts privés et la défense de l'intérêt général, qui pour moi est voilà, c'est extrêmement important d'avoir une information qui soit dégagée de ces intérêts privés, parce que ça concerne notre intérêt à tous, l'intérêt général, pour être informé en fait. Oui, en fait, là, tu fais carrément un lien avec le titre du livre. L'information est un bien public. Bah oui, complètement. Oui. Justement, ça fait partie des hypothèses de lecture qu'on avait, qui questionnaient ce titre. Ce postulat, en fait, se base c'est comme une thèse de départ, puisque si l'information est un bien public, ça veut dire qu'elle appartient... En fait, ça veut dire qu'elle appartient à qui ? Est-ce que ça veut dire qu'elle appartient à l'État ? Ça pose la question de qui la finance. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi être un bien public, en fait ? Est-ce que ça veut dire que c'est pas une marchandise comme les autres, finalement ? Alors non, pour moi, c'est pas du tout une marchandise comme les autres, et ça ne doit pas être une marchandise, justement. C'est-à-dire que les médias ne sont pas rentables, et ne doivent pas l'être. C'est un peu comme la santé, pour moi. Okay. La santé, elle n'est pas rentable, et elle ne doit pas l'être. C'est un peu comme l'éducation. C'est des secteurs qui, à mon avis, doivent être préservés du marché, si on veut qu'ils jouent vraiment leur rôle de, justement, en ce qui concerne les médias, de contre-pouvoir, et c'est des rôles essentiels dans une démocratie. Si on n'a pas ça, on n'a plus de démocratie. Et pour assurer ce contre-pouvoir, il faut qu'il y ait des financements qui soient dégagés d'intérêts privés. Donc justement, sortir les médias de ces intérêts privés par les Bolloré, tous ceux qui tiennent les médias aujourd'hui, et trouver des financements qui leur assurent une liberté... Une liberté de publication, quoi. Enfin, une liberté d'information. Mais pour ça, c'est effectivement... on voit aussi les travers que peuvent amener des financements entièrement contrôlés par l'État. Si on revient à l'ORTF, où tout était dicté par l'État, ça ne va pas non plus. Je pense qu'il faut des modèles où, effectivement, ça soit du modèle, pour moi, de subvention, public, mais avec des modalités où le pouvoir politique de l'État, enfin le pouvoir politique en place ne puisse pas avoir accès à des commandes d'informations, etc., etc. Mais je pense qu'on a créé des modèles comme ça qui préservaient de l'influence politique. Mais là, comment je l'entends, ça veut dire que tu perçois, tu prendrais en fait un service public de l'information, parce que en fait ce qui est aussi présent dans le livre de Julia Cagé et Benoît Huet, c'est cette idée ce rappel qu'en fait l'entreprise de presse reste une entité de droit commun, et donc elle doit être rentable. Et là tu disais que la presse ne devait pas être rentable.
Non, pour moi, la presse ne doit pas forcément être rentable. Et c'est bien pour ça qu'il y a des aides à la presse qui existent dans notre État, ou qu'il y a une redevance audiovisuelle. Tout ça, c'est des manières de financer collectivement une presse qu'on veut indépendante des pouvoirs économiques, quoi, en fait. Et ça, c'est ultra important de le maintenir parce que sinon, on rentre aussi dans des jeux d'influence liés au pouvoir économique. Alors, il faut se préserver des influences de pouvoir étatique, Ouais. mais pour ça, il y a des tas de modèles qui existent. Mais de la même manière qu'il y a plein de modèles qui existent pour se préserver aussi. Par exemple, c'est pas parce qu'on a un actionnaire, on va dire majoritaire, que nécessairement il a une influence Tout à fait. sur la manière dont... c'est vrai. Et justement, c'est ça aussi le but de trouver un modèle économique ou de trouver des gouvernances qui permettent ça, justement. Une des choses qui est pointée dans le livre, c'est justement l'idée que l'actionnaire majoritaire est directeur aussi de la rédaction et que donc il a un poids énorme en fait sur tout le reste et notamment sur la ligne éditoriale. Et une des idées de la réforme justement proposée par Julia Cagé, c'est que les journalistes aient un droit de regard et un droit d'agrément sur l'actionnaire majoritaire et sur les changements d'actionnaire, un vote en fait pour qu'ils aient à choisir la rédaction. Donc en fait, pour moi, et d'ailleurs c'est marrant parce que c'est ton post-it aussi qui disait ça, les garde-fous. Ouais. Trouver les garde-fous en fait pour préserver la gouvernance démocratique en fait faire la séparation avec qui finance. En fait, c'est pour ça que je veux dire, il n'y a pas nécessairement besoin que ce soit un service public ou que ce soit dans un cadre public. Oui, bien sûr. Après, moi, oui, c'est sûr. Ces garde-fous, ils existent déjà. Il y a des sociétés des journalistes. Alors, en fait, je dis ça aussi parce que j'ai observé de l'intérieur comment les considérations économiques ou comment la nécessité de rendre rentable un journal pouvait pénaliser extrêmement fortement le travail journalistique. Ouais. C'est-à-dire qu'on voit comment les rédactions ont été précarisées, comment les journalistes sont devenus quasiment tous, enfin une grande partie, pas tous, une grande partie sont payés à la pige, et que tout ça fragilise énormément le travail journalistique. Parce que quand il faut vivre en travaillant à la pige, il faut rendre du papier, ce qui implique de travailler vite, c'est ce qui rend quasiment impossible des enquêtes journalistiques sur du très long terme parce que c'est pas rentable. Et donc tout ça fragilise justement la qualité du travail journalistique. Et donc c'est pour ça que la question du financement des médias est extrêmement importante. Effectivement, je pense qu'il faut qu'il y ait une indépendance des journalistes vis-à-vis d'un financement public comme vis-à-vis d'un financement privé. Ça, c'est sûr. Et quand on parlait des garde-fous, je pense que les propositions de Julia Cagé de inclure des représentants des salariés dans les décisions, dans les directions, c'est extrêmement important, effectivement. Parfois, ça peut être rentable. Ouais. Moi, je crois pas que j'en ai connu, en fait, tu vois, parce que faire de l'information, ça coûte cher, et c'est normal que ça coûte cher, c'est pas gratuit. Pour avoir une information de qualité indépendante où les informations ont été vérifiées, voilà, c'est normal que ça coûte cher. Et donc, et en même temps, si on veut garder un accès assez démocratique à l'information, c'est bien si la plupart des citoyens ont accès à l'information sans payer une fortune non plus. Donc forcément, c'est un modèle qui est difficilement rentable. D'ailleurs, je pense que les milliardaires, quand ils ont la maîtrise des médias, c'est pas forcément pour une question de rentabilité. Ça leur rapporte pas forcément énormément d'argent, mais ça leur rapporte de l'influence. Oui, ça c'est sûr. Et en fait, si tu veux, il y a aujourd'hui des aides à la presse qui sont énormes.
mais qui sont extrêmement mal répartis. C'est-à-dire que c'est des grands médias qui n'en ont pas forcément besoin à ce niveau-là, qui obtiennent ces aides à la presse, alors qu'il y a plein de petits médias indépendants ou, qui galèrent, et je pense qu'il faudrait repenser, il faudrait revoir, je ne sais pas si... Mais justement, il y a une revoir proposition, on l'avait évoqué, il me semble, ces aides à la presse. Les BIMS, oui. Je sais pas si ça te parle. Oui. C'était une proposition dans le livre qui consistait à donner comme des bons à chaque citoyen qui pouvait répartir et qui pouvait choisir en fait à qui il voulait donner de l'argent. Ouais. Alors c'était plus, ils avaient le droit de s'abonner à un... C'était pas ça ? C'était des bons pour s'abonner à... Oui, mais ça revenait à un soutien financier du coup. Ça revenait à un soutien financier, effectivement. Oui. Même s'il n'y a pas nécessairement de rentabilité, l'enjeu c'est quand même de trouver un modèle économique qui fonctionne et qui soit le plus adéquat possible avec l'indépendance de la presse. Et justement, dans le livre, elle parle de plusieurs modèles possibles. Elle parle des fondations, des fonds de dotation. Elle propose les sociétés de médias à but non lucratif. Et en fait, de toute façon, c'est ce que tu dis, il n'y a pas de modèle idéal, il n'y a pas de... Parce qu'à chaque fois, ça pose la question de la gouvernance, pour les personnes qui investissent, des impôts ou des dérives fiscales qui peuvent avoir lieu. Alors là, ça me renvoie encore une fois à un travail du collectif des associations citoyennes sur la marchandisation et la financiarisation des associations, parce qu'on est un peu sur les mêmes réflexions. Ouais. C'est-à-dire comment on assure, en ce qui concerne les associations, comment on assure ces espaces citoyens hors du marché, tout en leur reconnaissant la réalité tout en leur reconnaissant leur rôle économique, on va dire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire que les médias ou les associations n'ont pas de rôle économique, ils ont un rôle économique, mais qui ne s'inscrit pas dans la logique de l'économie de marché. Et c'est là où c'est la différence, c'est-à-dire que je pense que c'est des espaces de citoyenneté, aussi bien les médias que les associations, qui doivent être, qui sont reconnus comme tels d'ailleurs, mais dont la survie économique passe par des modèles qui sont hors du marché et qu'il faut penser comme tels. Et d'ailleurs, le modèle des médias, le modèle de la presse, après-guerre, il a été pensé comme ça. Il n'a pas été pensé dans le cadre d'un marché. La défense de la liberté de la presse c'est construit sur l'idée qu'il fallait que la presse puisse sortir de l'information, dégager des intérêts économiques et étatiques, et donc avec une idée d'un financement qui soit il faut des modèles, qu'on repense des modèles qui soient hors du marché. Donc il y a toutes les aides à la presse qui étaient dans cette idée-là, qu'il fallait soutenir la presse parce qu'elle n'était pas rentable, et donc il fallait que l'État vienne la soutenir. Après, ces aides à la presse, on voit bien que quelque part, il y a une façon de gérer ces aides à la presse qui ne répond plus du tout à la réalité d'aujourd'hui, qu'il faut peut-être repenser, avec peut-être ouvrir de manière plus démocratique ces aides à la presse, repenser leur répartition. Mais je ne pense pas qu'il faille attendre un modèle économique viable pour la presse, c'est-à-dire rentable. Je ne pense pas que ça puisse se penser comme ça, parce que dans ce cas-là, on rentre dans une logique de rentabilité de marché, et on arrive aux mêmes effets que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire d'une course au papier, d'une course au clic, d'une course au... Voilà, et on perd l'esprit de l'information. Et on perd l'esprit de l'information comme un bien public, et comme un bien public qu'il faut préserver. Ouais. Mais en plus, ça va... C'est au-delà de ça, on n'a même plus le choix. Et en fait, c'est tant mieux. Parce que c'est un peu cette idée aussi, dans l'idée de fin d'un modèle, c'est que notre modèle économique a longtemps reposé sur la publicité. Et maintenant, en fait, c'est les GAFAM qui récoltent toutes ces
toutes ces recettes publicitaires. Et donc, de toute façon, on est face à un... Enfin, pas moi, mais on est face à un mur où, de toute façon, il faut trouver un autre modèle. Mais ça, c'est un scandale, les GAFAM. C'est un vrai scandale. C'est-à-dire que, quand même, ils récupèrent non seulement toute l'information, ils se font de la publicité, ils récupèrent les données des personnes qui cliquent, etc. etc. Enfin bon, ils récupèrent, ils en font leur beurre, quoi. Et nous, on leur demande rien. C'est-à-dire qu'on prend, il n'y a pas d'impôt, enfin, ils ne payent pas d'impôts en France, ou très peu. Et là, il y a un vrai, un vrai enjeu politique à récupérer de l'argent sur les GAFAM, justement pour financer peut-être, pour récupérer de l'argent. Enfin, de toute façon, l'argent, il est... on manque pas d'argent, on manque de manière de récupérer cet argent pour financer justement ces secteurs qui ne peuvent pas être rentables. Enfin, qui ne doivent pas être soumis. C'est pas qu'ils ne peuvent pas être rentables, ils peuvent être rentables, mais c'est qu'ils ne doivent pas être soumis à la logique de rentabilité. À l'impératif de rentabilité, ouais. Et l'enjeu des GAFAM, pour moi, il est aussi lié à un enjeu démocratique. Et là, ça fait complètement le lien avec ma deuxième partie, puisque l'idée, c'est de travailler sur ce lien entre le citoyen face aux médias. Je me posais la question, est-ce que c'était pas un peu l'angle mort de l'arpentage, et justement pour faire ce lien avec les GAFAM, peut-être en partie à cause d'eux, du fait qu'ils diffusent un certain nombre de fausses informations, que l'information est un peu malléable et utilisée à tort et à travers. Il y a la question de la confiance du coup, et le revers, la méfiance vis-à-vis des médias qui en est né. Il y avait un post-it justement dans la restitution où il y avait écrit trust, donc la confiance. Et c'est un problème qui est assez peu présent finalement, même dans les préoccupations des auteurs dans le livre, de ce qu'on a pu en voir dans ce qui a découlé dans l'arpentage. Et ce qu'ont dit les personnes représentantes de l'association présente, c'était que, en réponse justement à ces questions de confiance dans les médias, c'était qu'on pouvait espérer que l'information, le bien fondé de l'information soit garanti par la déontologie du journaliste et les contraintes qui existent déjà sur lui, et que c'était une question d'argent, qu'il fallait avoir les moyens pour prendre le temps de vérifier ses sources. Et il y avait une question de confusion entre journalisme et éditorialiste, par exemple. Et en fait, du coup, ce qui était beaucoup ressorti, c'était de remettre un peu sur le citoyen une forme de responsabilité. Et donc, une question qui s'est posée à partir de là, qui l'implique, c'est la question de comment on éduque à ça. On était tous d'accord pour dire qu'il fallait une éducation aux médias et à l'information, mais je te pose la question, quelle éducation, par qui ? Est-ce que c'est une éducation seulement à l'école ? Quel type, en fait, d'éducation ? C'est complexe parce que, pour moi, cette histoire de la confiance, elle est un peu cassée par un double mouvement. C'est effectivement une question d'emprise politique sur l'information, par, on va dire, du côté étatique, et puis d'emprise économique aussi, et de, encore une fois, de précarisation des rédactions. On est quand même en France avec très peu de rédactions qui sont encore bien solides et qui ne s'appuient pas sur le travail de journalistes pigistes qui sont dans des situations très souvent précaires, et donc avec, encore une fois, cette course pour survivre. C'est pas une question qu'ils font mal leur boulot, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de bien le faire. C'est très différent. Et ça, à mon sens, ça a justement sapé la confiance, parce que du coup, on a de l'information qui peut être de mauvaise... plus d'informations qui peut être un peu de mauvaise qualité. Et puis aussi, ce qu'on voit apparaître, c'est aussi le fait que tout le monde peut se proclamer journaliste et écrire des choses qui ne sont pas forcément vérifiées. Et puis sur les réseaux sociaux, on a aussi, chacun donne son avis, et ça peut apparaître au même plan qu'un article journalistique écrit par un journaliste. Il y a une espèce de gloubi-boulga
qui fait qu'effectivement, il est très difficile, à mon avis, aujourd'hui, de bien se repérer quand on n'a pas les codes et quand on n'a pas, effectivement, une forme d'éducation aux médias qui, pour moi, est maintenant super importante. Et pour moi, plus que de l'éducation aux médias, c'est peut-être aussi l'histoire, en fait. Une question de connaître l'histoire, parce que les médias, c'est aussi des combats citoyens, en fait. Ça accompagne des combats citoyens, et c'est aussi notre capacité collective à critiquer aussi bien des politiques publiques que des politiques privées. Enfin, c'est dans les médias que ça se passe, ça, en principe. C'est-à-dire que c'est le lieu de la critique. Le lieu de la critique qui est le lieu de la remontée de problématiques de terrain qui sont invisibilisées soit par des intérêts économiques, soit par des intérêts étatiques. Et c'est là que ça se révèle. Donc c'est extrêmement important, effectivement, d'éduquer aux médias pour se rendre compte de l'importance pour nous tous de ce que c'est que l'information. Après, pour moi, c'est à l'école, mais c'est aussi tout au long de la vie, et c'est important d'avoir conscience de qui écrit, d'où il l'écrit, quelle est la source, quelles sont ses méthodes de travail, qu'est-ce que ça veut dire que d'être journaliste, c'est quoi comme métier, c'est quoi les pratiques de métier, qu'est-ce qu'un média de service public par rapport à un média privé, qu'est-ce qu'un média associatif aussi, parce qu'il y a tout ça, qu'est-ce qu'un média indépendant, parce qu'il y a aussi toute la partie indépendante de la presse. Oui, donc c'est aussi une éducation aux formes juridiques des médias. Oui, pour se rendre compte d'où vient l'information que j'écoute ou que je lis. Pour moi, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de ne pas avoir une information qui soit travaillée, construite de manière forte face à justement tous ces grands enjeux. Là, on voit aujourd'hui tous les enjeux écologiques qui nous font face. Si on prend le débat sur les méga-bassines, par exemple, il est essentiel que les articles qui nous informent sur ces enjeux-là soient appuyés sur une approche journalistique extrêmement solide, donc de vérification d'infos, de confrontation des points de vue, d'analyse dégagée des intérêts aussi bien économiques que politiques. Mais moi je pense qu'il y a aussi une vraie éducation à faire sur ce que c'est qu'une information, dans le sens où on a l'impression qu'une information c'est forcément objectif. Et par exemple une information d'un média de gauche ou d'un média de droite ou quoi serait teintée d'une certaine idéologie, et donc forcément on aurait plus facilement une méfiance vis-à-vis d'elle, alors qu'en fait se rendre compte que l'information c'est forcément subjectif d'une manière ou d'une autre, n'empêche pas que cette information soit véridique et soit et de la valeur en fait. La question de la subjectivité du journaliste, elle est toujours présente. Après, l'information n'est pas forcément neutre. Par contre, elle doit être vérifiée. Un journaliste, quand il choisit l'angle d'un papier, il choisit l'angle d'un papier et forcément, ça oriente le papier. Ça donne un angle de vue qui va être différent. Si pour tel sujet, si tu prends par tel angle, forcément ça lui donne un côté subjectif, parce que c'est le choix du journaliste de le traiter comme ça. Mais par contre, là où ça doit être irréprochable, c'est que les faits ont été vérifiés. Et qu'on ne peut pas raconter n'importe quoi, et que les faits étant vérifiés, qu'on a pu donner la parole, aller chercher la parole plutôt. Pas donner, parce que parfois il n'y a pas de réponse, mais en tout cas essayer d'aller chercher la parole contradictoire. C'est
c'est des choses absolument nécessaires. Mais voilà, pour moi, le point de vue du journaliste, il est subjectif, mais le fait, par contre, il doit être vérifié et sûr, quoi. Dans la même idée, justement, il y a un truc qui a un peu fait réagir pendant la discussion, c'était ceux qui considéraient que les médias étaient trop bourrés de mauvaises nouvelles ou trop bourrés de... en fait, critiquaient le type d'information auquel on avait droit dans les médias mainstream. Il y avait notamment le modèle BFM TV qui était mis comme le modèle à abattre un peu. Alors sur cette histoire de la presse raconte que des mauvaises nouvelles, bah, c'est un peu... Enfin, on parle pas des trains qui arrivent à l'heure, ça c'est une expression qui est souvent reprise par les journalistes, c'est-à-dire que effectivement, c'est pas le rôle des journalistes de parler des trains qui arrivent à l'heure. On est là, enfin les journalistes sont là pour effectivement faire remonter des problématiques, des difficultés, de la critique, etc. Après, c'est autre chose quand on parle de BFM TV, J'ai un peu mélangé les deux là. De nourrir des peurs, voilà. Mais ça va avec leur modèle, parce qu'eux, ils ont les audiences en temps réel, c'est ce que nous disait la journaliste. Ouais. Et donc ça va avec cette idée du privé en fait, d'une information qui justement est là pour faire de l'argent. Oui. Et du coup, qui joue sur les peurs, qui joue sur le sensationnel, etc. Ça c'est encore autre chose. Après moi j'ai un peu de mal avec ce qu'on appelle, je crois que c'est un terme aujourd'hui, les journalistes des solutions ou le journaliste positif, etc. Parce que je veux bien, enfin, alors, bien sûr qu'il faut remonter des initiatives intéressantes, etc. Bien sûr, ça c'est de l'information, mais avoir des médias qui se positionnent que sur le journalisme des solutions et faire remonter que des choses qui fonctionnent parfaitement bien, je suis pas certaine que ça soit vraiment le rôle du journaliste. Enfin, moi qui ai vécu en Russie, un journaliste qui dit que tout va bien et que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, il y a un petit souci. Enfin, ça s'appelle plutôt de la propagande. Le journaliste, son rôle, c'est d'aller voir quand même ce qui cloche et ça peut être une critique constructive, hein, c'est pas forcément, mais c'est aussi de faire remonter les problématiques et c'est ça, c'est cette information-là qui fait avancer aussi. Ouais, il est là pour stimuler l'esprit critique. Aussi. Voilà, exactement. Donc si on ne donne que les bonnes nouvelles, bah, finalement... Oui, exactement. Là, je voulais conclure et ouvrir en même temps, mais c'est quelque chose qu'on a déjà dit un peu. Et je suis contente que tu aies pu relever ça, puisqu'on a dit qu'il y avait une responsabilité du citoyen, etc. etc. Mais là, je voulais te poser la question plus en détail sur la responsabilité des médias sociaux, justement des réseaux sociaux. Est-ce qu'il ne faudrait pas élargir en fait, la réflexion à ce qu'on peut imposer aux GAFAM ? En fait, ce qui est ressorti à la fin de la conversation, c'était, je ne sais plus qui a dit ça, mais c'était la question qu'on était aussi, nous, habitués à des formats courts, à des formats qui ont été pensés par les GAFAM, justement, et pour leurs intérêts. Et justement, comment on remet ça sur la table aussi, comment on repolitise ce rapport-là à ces grandes entreprises. Voilà. C'est un gros... C'est pour ça que c'était une conclusion ouverture. Je pense que... Il y a cette tendance au format très court et à toujours aller plus vite, etc. etc. Mais il me semble, enfin j'aimerais espérer que on en revient un petit peu pour voilà, dans certaines réflexions parce qu'en fait on se rend compte que pour essayer de comprendre la complexité de notre monde aujourd'hui, faut peut-être pas que 122 signes, quoi. Et qu'on revient à des modèles un peu plus longs. On voit toute une presse qui propose des formats bien plus longs, avec aussi de prendre le temps, d'approfondir. Il y a des formats
Mais il y avait par exemple Les Jours qui proposaient des enquêtes sur plein d'épisodes et qui prenaient vraiment le temps de suivre un sujet sur... Mediapart aussi, ils ont plein d'enquêtes comme ça. Mediapart, ils ont des formats ultra longs et c'est très bien et on a le temps de vraiment approfondir des sujets. Oui, j'espère qu'on en revient. Non, je ne crois pas du tout en fait. En fait, de toute façon, c'est complètement l'enjeu du livre, puisque le temps c'est de l'argent. Et si on veut prendre le temps, il faut l'argent. Et si on est dans des courses à la rentabilité, à faire le plus avec le moins d'argent possible, forcément qu'on va aboutir à ça. Donc en fait, j'ai envie de dire, la boucle est bouclée. C'est ça. Oui, parce qu'encore une fois, ce temps court et ce format court, il est dicté par des enjeux économiques. Et il nous modèle sur ces enjeux économiques. En fait, notre façon d'appréhender les médias est modelée par ce modèle économique. Écoute, pour conclure, j'avais oublié de te demander, mais est-ce que tu aurais des recommandations culturelles ou des choses que tu aimerais conseiller aux auditeurs sur ce sujet ? En rapport avec ce sujet un petit peu, ce qui me vient comme ça spontanément, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, c'est le film She Said, qui raconte en fait l'enquête journalistique qui a permis de faire sortir l'affaire Weinstein aux États-unis. Et ce que je trouve intéressant dans ce film, c'est qu'il n'est pas tape à l'œil, quoi. Il raconte vraiment les petits pas et toute la difficulté de l'enquête journalistique qui a permis de faire sortir cette affaire, quoi. Et bon, voilà, c'est un bon film à regarder. Merci beaucoup, Marianne, d'avoir pris le temps de répondre de converser avec moi, tout simplement, sur ce sujet. Et puis, à bientôt. Merci beaucoup, Marianne. C'était très agréable, cet échange. À bientôt.